Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants de votre nouveau livre qui s'appelle 99%. D'abord, il y a François Hollande à la télévision. Vous en attendez quoi ce soir ? Malheureusement, je crois qu'on va une nouvelle fois être déçu parce qu'il semble que le président de la République se prépare surtout un nouvel exercice pédagogique pour essayer de convaincre d'un bilan qui ne convainc plus personne. Et je ne crois pas qu'il ait beaucoup de nouvelles mesures à annoncer. Ce qu'on attendrait, ce serait un changement de cap, même s'il est tardif. Et je ne pense pas qu'on se dirige vers ça. Donc je crois qu'on va assister à un nouvel exercice un peu laborieux du président de la République pour tenter de justifier. Vous lui diriez quoi, vous, Pierre Laurent, pour le Parti communiste ? Vous lui diriez quoi à François Hollande ? Qu'est-ce qu'il devrait dire ? Il y a des sujets concrets d'actualité. Il y a eu le scandale de Panama Papers. Que fait la France pour mettre un terme au scandale des paradis fiscaux et pour reprendre le contrôle sur la conduite du secteur bancaire, pour mettre les banques au service du développement social et industriel. Des mesures concrètes ? Des mesures concrètes sur ça. Sur la loi El Khomri, arrêter avec ce projet qui est massivement rejeté et reprendre une discussion sur la sécurisation de l'emploi et de la formation des jeunes. Réellement. Vous lui demanderiez de retirer, d'annoncer ce soir qu'il retire qu'il retire cette loi et qu'il reprend la discussion sur des bases nouvelles. Il y a des mesures qui ont été annoncées sur les jeunes, quelques mesures qui sont positives, mais qui laissent pour le moment intact le projet de loi. Donc d'un côté, on met en route un rouleau compresseur pour précariser la vie des salariés, et de l'autre, on prend quelques mesures insuffisantes. Il faut réinverser l'ordre des facteurs si on veut réellement lutter contre le chômage, qui était l'objectif déclaré du président de la République au début du quinquennat. Donc il faut un changement de cap pour être audible. Sinon, je crois que le président de la République va ramer dans le désert. Oui, il y a cette une de Libération qui parle d'une télé sous influence. Il y a eu des polémiques, un responsable syndical qui aurait été finalement refusé par l'Élysée dans cette émission. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a... Je crois qu'il y a surtout, et c'est ça le problème, chez des responsables politiques et aujourd'hui chez le président de la République, une difficulté à affronter avec courage ce que pense l'opinion de la politique. On voit bien qu'il y a une critique qui est très présente, qui s'exprime dans les mobilisations sociales contre El Khomri, dans la nuit debout, qui s'exprime de multiples formes. Eh bien, il faut avoir le courage de discuter avec les citoyens et ce qu'ils pensent. Si on organise des soirées de débat, mais qu'elles sont préfabriquées, elles n'ont pas de crédibilité aux yeux des Français. Oui, il y a des mesures anti-apartheid sociales annoncées hier par Manuel Valls en banlieue de Lyon, pour la mixité dans les HLM, les logements sociaux, entre autres. Ce terme d'apartheid social repris par Manuel Valls, c'est crédible pour vous ? Le terme met le doigt sur un vrai problème. Mais là encore, les mesures ne sont pas au rendez-vous. En matière de logement social, on a d'abord un énorme problème de construction de logements sociaux et d'accès massif à des logements de qualité, mais accessibles dans leur loyer. Ça, non seulement on n'a pas pris de mesures pour ça, mais la construction de logements sociaux continue de se ralentir. On va autoriser les préfets à construire des logements sociaux si les maires ne le font pas. Mais ça, la loi le prévoit déjà. Qu'est-ce qu'on a attendu pour justement contraindre les maires qui sont hors la loi, qui n'appliquent pas ce qu'on appelle la loi SRU, de le faire ? On a à plusieurs reprises, nous, proposé des mesures pour renforcer justement le volontarisme de l'État pour encourager les collectivités qui veulent aller vers ça et obliger celles qui essayent de s'extraire de ce besoin public de le faire. Mais on a attendu, on n'a rien vu venir. Mais c'est crédible et même on supprime des moyens aux collectivités locales, à celles qui veulent construire du logement. Donc on marche sur la tête. Oui. Vous dites à Manuel Valls, aujourd'hui l'apartheid social va continuer en France ? Tant que les politiques actuelles sont menées, oui, elles vont continuer. Regardez, l'autre jour, la mairie de Paris a voulu construire un centre d'hébergement d'urgence pour 250 personnes démunies. Dans le Bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement, qui est un arrondissement de 160 000 habitants, qui est le seul qui n'a pas de centre d'hébergement d'urgence de toute la ville de Paris. Et vous avez 1500 personnes assez aisées qui viennent hurler. Que fait l'État pour accompagner l'effort de la ville de Paris et de
et de son maire adjoint au logement, mon ami Yann Brossat. Donc, le gouvernement parle, mais sa responsabilité, c'est d'agir. Alors, le gouvernement, il y a Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Il est aujourd'hui à Londres. Il lance un think tank. Il a lancé un mouvement qui s'appelle En Marche, qui vous dit évidemment qu'il a envie d'être en marche. Et puis, on le voit aujourd'hui à la une de Paris Match en famille, avec femmes et enfants en train de donner le biberon. Oui, mais écoutez, Emmanuel Macron était quelqu'un qui disait il y a peu de temps, on n'a pas besoin d'aller devant les électeurs, puisqu'il n'a aucun mandat local, il n'a jamais été élu. On n'a pas besoin d'aller devant les électeurs pour faire de la politique. Mais par contre, manifestement, le passage par la une de Paris Match, ça, c'est un passage obligé pour sa carrière politique. Avec sa femme et ses enfants en famille. Très bien, mais on a tous des familles. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on a des projets politiques. En Marche, il a ce projet, voilà. Oui, mais son projet, et c'est ça qui est intéressant de débattre, son projet est un projet qui est conforme aux lois qu'il a d'ailleurs fait voter, qui est des projets, on va flexibiliser la société et surtout les salariés, et tout va aller mieux, on va créer de l'emploi avec ça, on va créer du dynamisme économique. Oui, c'est un projet libéral. Il le revendique d'ailleurs, et il dit lui-même qu'il faut dépasser, vous savez, le discours ni droite ni gauche que tient Emmanuel Macron, c'est un discours qui finit toujours à droite. Oui. Donc vous diriez donc même François Hollande aujourd'hui n'est plus de gauche. C'est pas un projet moderne, c'est une vieille lune qu'on a déjà entendue 1000 fois. Oui. Au-delà, il y a Pierre Laurent, 99%, c'est le titre au Cherche Midi du livre que vous venez de publier. C'est 99% de la population. Vous dites nous sommes ces 99%, oui, c'est par rapport à ce 1% qui possède tout finalement. Voilà, je suis parti d'un constat qui est établi par des rapports qui montrent que 1% de la population mondiale possède autant que tout le reste de la population. Donc aujourd'hui, nous avons un système économique qui ne sert plus l'intérêt général et qui sert comme une espèce de pont pour organiser la prédation financière sur les richesses créées, pour nourrir des poignées de privilégiés, de multinationales, de puissances financières. On a l'impression qu'on ne peut rien faire. Mais bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Est-ce que la Société Générale est obligée d'aller ouvrir 969 sociétés offshore, alors qu'avec notre argent, pour participer à ce pompage des richesses, alors que la Société Générale pourrait financer les PME qui veulent créer de l'emploi, aider les collectivités locales qui veulent s'engager dans des nouveaux projets publics, construire du logement, on en parlait. Est-ce que la Société Générale ne pourrait pas être aux côtés du monde agricole qui a besoin de soutien en ce moment ? Tout cet argent qui est important, qui est à la Société Générale, qui reçoit de l'argent de la Banque Centrale Européenne, en ce moment beaucoup, eh bien, la Société Générale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est une actrice de ce système de prédation financière. Et c'est l'État qui devrait prendre ses responsabilités et reprendre le contrôle public de cette banque. Mais 99%, vous dites, on est 99%. Alors comment on explique qu'il n'y ait pas finalement plus de mouvements ? Vous parliez de Nuit debout, vous parlez d'un certain nombre de mouvements, mais le libéralisme triomphe quand même encore aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, mais les 1% mènent une guerre idéologique intelligente justement pour diviser, pour opposer, pour fragmenter les résistances qui existent. Et je consacre un chapitre au fait qu'elles s'occupent beaucoup, ces forces-là du 1%, de contrôler aussi le système médiatique. Et les grands moyens d'information privés en France sont détenus par les groupes du CAC 40 aujourd'hui. Et ces gens-là s'occupent beaucoup, effectivement, de nous tenir des discours où on a l'impression que le problème, c'est pas ceux qui détiennent toutes ces richesses, c'est le voisin, c'est l'étranger, c'est le pays qui est à nos frontières. Est-ce qu'il faut une révolution ? Vous avez employé à nouveau ce mot de révolution. Je dis une révolution démocratique. Il faut remettre la politique sur ses pieds. Et c'est ce que je sens, le symptôme. Dans la Nuit debout, je vois cette attente-là, reprendre du pouvoir sur la politique. Vous voulez vous associer à la Nuit debout, le Parti communiste ? Je pense que... Non, mais bon, c'est un mouvement qui ne veut pas être récupéré par des partis. Donc la question. Vous vous sentez proche de... Mais moi, je me sens proche. Je suis allé plusieurs fois à Place de la République. Je sens bien que ce sont des jeunes qui ont envie de reprendre du pouvoir sur la politique et qui disent la politique, ça devrait nous appartenir, à nous les citoyens, et pas à quelques-uns. Et effectivement, le système politique ne distribue pas, n'organise pas cette prise de pouvoir citoyenne, qui est pourtant l'essence de la démocratie. 61% des jeunes qui considèrent ce mouvement de manière tout à fait fraternelle. Mais absolument. Et 47% qui sont prêts à s'y associer. Quand on est allé sur la place de la République, comme c'est mon cas, c'était des nuits à discuter de la société, de ce qu'il faudrait changer, de ce qu'on pourrait réinventer, dans le travail notamment. On présente ces jeunes de manière très caricaturale. Quand on va écouter,
les gens témoignent sur leur travail, ce qui ne va pas, la manière dont on les empêche de travailler dans de bonnes conditions, de penser différemment la logique du travail. Ils veulent aussi un système démocratique différent, dire que ce n'est pas forcément seulement l'élection présidentielle qui doit tout déterminer, on vote et puis après on nous écoute plus pendant 5 ans. Le système ultra-présidentialisé est un système qui assèche la démocratie. Il y a une volonté d'une démocratie qui fonctionne plus en continu et avec des pouvoirs décentralisés, et où les citoyens ont à chaque moment des choses à dire sur ce qui est voté. J'entendais une jeune femme l'autre jour dire qu'elle avait inventé une association qui s'appelle les Jours Heureux, qui fonctionne sur pour élaborer dans la participation et sur Internet des projets de loi. Moi qui suis parlementaire, ça m'intéresse parce que moi je cherche en permanence justement à travailler nos propositions de loi avec le groupe communiste au Sénat en lien avec la société civile. Parce que nous sommes là, nous, les élus, pour rendre du pouvoir au peuple, pas pour confisquer le pouvoir mais vous serez quand même candidat à l'élection présidentielle. Non, je dis à l'élection présidentielle. Il faut que toutes les forces de gauche, les forces populaires qui ne se reconnaissent pas dans le bilan gouvernemental actuel, travaillent ensemble pour reconstruire un projet d'abord et ensuite désigner un candidat. Donc se présenter. Eh bien, pas d'alliance avec le candidat socialiste. Parmi ceux qui pourraient concourir à une primaire citoyenne, il pourrait y avoir un communiste, bien évidemment. Mais avant cela, si on veut prendre les choses dans l'ordre, je pense qu'il faut d'abord faire un maximum de débats citoyens. Moi, nous organisons une consultation citoyenne. Que demande le peuple ? On va aller voir 500 000 personnes, une à une, pour leur demander leur avis. Et il faut que ce travail citoyen conduise à l'automne à la constitution d'un projet collectif. Quand on aura ce projet, on verra qui peut le porter dans l'élection présidentielle. Concurrent, évidemment, d'éventuels candidats socialistes. François Hollande, par exemple. De François Hollande. Mais parce que personne n'en veut. Moi, je veux bien qu'on continue. Y compris si ça fait battre ce candidat socialiste. Mais c'est lui qui va faire battre la gauche. Si nous allons à l'élection présidentielle avec comme représentant de la gauche François Hollande, mais la gauche va finir en miettes face à la droite et à l'extrême droite. Donc il faut faire émerger une autre candidature qui soit porteuse des exigences citoyennes qui s'expriment un peu partout dans le pays. François Hollande a eu un mandat, il l'a gâché. Ce n'est pas à lui d'aller représenter la gauche à la prochaine élection présidentielle. Les jeunes disent dans le mouvement La loi El Khomri, on vaut mieux que ça. Moi je dis la gauche vaut mieux que ça. Et elle a les forces de faire émerger un projet, une autre candidature. Merci beaucoup Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, auteur notamment de 99% aux éditions du Cherche Midi, d'avoir été notre invité. Merci.